Il y a des mots qui font irruption dans notre langage courant et qui semblent à la fois partout et sortis de nulle part. Des mots de ce genre, il y en a tous les ans et ils se démodent souvent assez vite. Vous pouvez penser à Kwakubé, choc-bar ou dinguerie dont je suis prêt à parier que personne ne les emploiera en 2040. Et puis il y a quelques mots qui ne correspondent pas spécialement à un phénomène de mode. Cela comble un besoin réel et perdure tant que ce besoin ne trouve pas de meilleurs mots pour s'exprimer. Le meilleur candidat de la décennie à ce semblant de consécration est à mon humble avis problématique. Pas le nom problématique, mais l'adjectif. Et je vais vous expliquer pourquoi ce terme en apparence anodin participe d'un plus vaste mouvement d'appauvrissement de la pensée. Le terme problématique, il y a moins de 10 ans, sonnait comme un terme technique de dissertation scolaire. Il évoquait une formulation condensée des enjeux d'un domaine d'étude. Pour rédiger une dissertation ou construire un mémoire de master, il fallait comprendre ce qu'était l'enjeu fondamental d'une discipline et en tirer cette fameuse problématique. Le terme était alors un nom commun féminin. On utilisait également le verbe dérivé problématiser. Mais depuis, le terme problématique est utilisé dans un sens nouveau et n'a plus aucun rapport avec les dissertations. Et problématique, ce qui pose problème. Vous avez probablement déjà entendu des propos ou des comportements qualifiés de problématiques. Grammaticalement, il s'est produit une conversion du nom problème en adjectif problématique, ce qui est le chemin inverse de celui emprunté par exemple par l'adjectif dingue, devenu une dinguerie non féminin. Transformer des noms en adjectifs ou l'inverse est un phénomène fréquent. Mais pour faire court, nous avons donc un nouvel adjectif qui s'est répandu et qui semble plus pratique d'usage que le mot problème qui lui a toujours existé. Je vous ai dit en introduction que je pensais que problématique répondait assez bien à un besoin et que c'est pour cette raison qu'il s'est imposé dans notre langage courant. Alors quel avantage procure ce mot par rapport à ses concurrents qui existent déjà? Pourquoi dire que des propos sont problématiques plutôt que de dire qu'ils sont condamnables ou plus simplement encore qu'ils posent problème? Eh bien, à la différence des autres termes, problématique se dispense de complément de nom. Si je dis que les derniers propos de tels dirigeants politiques sont condamnables, je dois immédiatement ajouter en quoi ces propos sont condamnables en ce qu'ils relèvent du racisme, par exemple. Si je dis que les propos posent problème, je dois normalement préciser qu'ils me posent problème et justifier pourquoi ils le font. Une phrase correcte serait « Les propos de ce politicien me posent problème parce qu'ils sont dangereusement laxistes ». Mais problématique permet de se dispenser de répondre à ces deux questions. On peut qualifier un propos de problématique sans jamais expliquer en quoi, comme s'il s'agissait d'une évidence immédiatement perceptible par tous. Et de la même manière, le terme problématique opère un glissement du personnel vers l'universel avec cette prémisse que ce qui me pose problème est forcément un problème pour l'intérêt général et que tout le monde partage mon inquiétude. Évidemment, les termes mis sur les désaccords, notamment dans le champ politique, ont un long historique de simplification et d'outrance. Des discussions sur la bonne marche du pays se terminent couramment à coups de points Godwin, que ce soit à la télévision ou dans un repas de famille. Et cette stratégie a ses limites. Accuser quelqu'un d'inciter à commettre des crimes ou d'inciter à la haine peut conduire à des plaintes et des procès, au moins dans le petit monde spectaculaire de la politique. Le politicien qui ne veut pas de problème doit donc résoudre une sorte de quadrature du cercle. Il lui faut des termes infamants, des termes lourds de sous-entendus et jouant sur un registre émotionnel très dur, mais tout en ne constituant pas de base justifiée pour une procédure de diffamation. Si vous vous en prenez par exemple à un politicien du Rassemblement national en disant que lui spécifiquement a des comportements qui relèvent du racisme, il est en droit de vous attaquer s'il estime n'avoir jamais commis de tels faits et vous devrez appuyer vos propos sur des éléments concrets. Mais si vous l'accusez d'avoir un comportement problématique ou d'être problématique, il ne peut plus vous attaquer pour quoi que ce soit, car la matière même de ce qui constitue un comportement problématique est si peu claire, si peu objective et si peu factuelle que même le juriste le plus sournois ne parviendrait pas à caractériser ce qui dans ce terme constitue une atteinte à l'honneur. On peut donc en toute liberté qualifier de problématique tout ce qui déplaît ou qui soulève un désaccord. Lors de la dernière élection législative, des listes de candidats problématiques ont été dressées par une certaine presse de gauche sans que personne ne trouve rien à y redire. Pire, on a même vu les partis accusés reprendre à leur compte cette formulation de problématique pour se défendre comme si c'était là un délit factuel et clairement identifié. Or, à l'évidence, ce terme est un fourre-tout. En matière de problématique, le pire côtoie de manière décomplexée l'anecdotique. Sous la notion de candidat problématique, listé par la presse, s'amalgamait dans le cas du Rassemblement national tout un tas de choses, depuis des likes sur Twitter jusqu'à des délits déjà condamnés par la justice. Et malheureusement, pour un comportement qui tombait réellement sous le coup de la loi, sans n'en relever clairement pas. Cette capacité à jeter l'anathème sur des gens est une forme de pouvoir. Et comme le disait si bien Marlène Schiappa, citant Spider-Man, qui en fait reprenait un mot de Churchill, un grand pouvoir
implique de grandes responsabilités. Or, à ce stade, il semble que l'usage du terme problématique ne s'associe pas de pareilles responsabilités, ce qui laisse présager des dérives. Si vous pouvez dès à présent écarter un candidat d'un parti politique au seul motif qu'un journaliste a trouvé sa dernière déclaration problématique, qu'en sera-t-il des ressources humaines des grandes entreprises très ESG lorsqu'il faudra apprécier des propos ou des comportements d'employés? Ne sommes-nous pas, avec ce terme, en train de créer une sorte de zone grise qui donne une large place aux interprétations personnelles? Le risque d'une dérive de l'adjectif problématique est réel, mais pire encore, ce terme conduit à une certaine atrophie intellectuelle. Ressentir une gêne vis-à-vis des propos d'un homme politique, par exemple, oblige normalement l'auditeur à analyser ce qui est à l'origine de cette gêne. Dans le domaine du droit pur, ce travail consisterait à se demander quelle infraction vient d'être commise dans les propos, à se demander si elle est suffisamment caractérisée et en quoi. Dans le domaine de la pensée, un propos qui soulève un désaccord nous pousse normalement à nous demander en quoi nous ne pouvons pas la partager. Et ce processus d'analyse nous permet, ce faisant, d'éprouver nos propres convictions et nos propres pensées. Le fait d'avoir un terme comme problématique disponible à portée de main court-circuite ce processus d'analyse et permet une paresse intellectuelle qui dispense de comprendre et de clarifier. C'est ce que promettait déjà la notion de crime pensé dans la novlangue d'Orwell. Problématique, c'est crime pensé. Ce propos est crime pensé ou crime parlé. Ce comportement est crime pensé ou crime action. En quoi, pourquoi, dans quelle mesure, avec quelles conséquences, personne ne cherche à le savoir. Le mot contient une charge émotionnelle diffuse, d'angoisse et d'inquiétude, ce qui est bien suffisant pour savoir qu'il faut ressentir de l'antipathie pour celui qui est problématique. Profitons d'ailleurs de l'occasion pour aller un cran plus loin dans la perception qu'Orwell a du rapport entre vocabulaire et politique. Pour vous, la novlangue est associée à 1984, mais je voudrais vous inciter à parcourir un autre essai d'Orwell, largement méconnu en France et traduit en français sous le titre « La politique et la langue anglaise ». Orwell y approfondit le constat derrière la simplification des mots qu'il met en scène dans 1984. Il voit dans la politique un danger pour les mots, tout comme dans les mots, un danger pour la pensée. Et je cite, « Mais si la pensée corrompt le langage peut aussi corrompre la pensée. Un mauvais usage peut se répandre par tradition et par mimétisme, même parmi des gens qui devraient être plus avisés, et qui le sont effectivement. À certains égards, le langage dégradé dont j'ai parlé est fort commode. Des expressions telles que « une hypothèse qui n'est pas sans fondement », laisse beaucoup à désirer, ne servirait à aucune fin utile, une considération que nous ferions bien de garder présente à l'esprit, sont une tentation permanente, un tube d'aspirine que l'on a toujours sous la main. Fin de citation. La disparition des compléments de nom, comme celle que permet le terme problématique, puisqu'on ne dit jamais en quoi les choses sont problématiques, empoisonne déjà régulièrement nos débats publics. L'avertissement d'Orwell n'est en rien une figure de style. Prenez un terme comme égalité. Les féministes veulent l'égalité, les antiféministes veulent l'égalité, mais ils ne souhaitent pas la même égalité. C'est l'opposition entre l'égalité dans le droit et l'égalité dans les résultats. Presque à chaque fois qu'un débat sur ce sujet intervient, la cause fondamentale du désaccord est l'absence de précision sur ce type d'égalité recherchée. Prenez un autre terme moins évident, celui du droit. On entend de plus en plus souvent des collectifs ou des militants revendiquer des droits à des prestations sociales ou des droits à l'éducation, voire des droits à la paresse. Vous ne l'aviez peut-être pas repéré, mais tous ces droits font intervenir le petit mot « à » accent grave. Ce sont tous des droits à. Dans le milieu juridique, c'est ce qu'on appelle des droits-créances, par opposition au concept plus classique du droit-liberté. Les droits-libertés sont des droits de quelque chose. Droit de circuler, droit de s'exprimer, droit de propriété privée. Et cette petite particule de ou à change considérablement le concept même du droit. Dans un cas, c'est une obligation de l'État envers le citoyen, dans l'autre, une protection du citoyen contre l'autoritarisme d'État. Ne soyons pas naïfs, une partie importante de la politique consiste précisément à trouver des mots sympathiques pour y insérer ses demandes, qu'elles soient justifiées ou non. Il est beaucoup plus probable qu'un Français moyen ait de l'empathie pour des gens qui demandent qu'on respecte leurs droits que pour des gens qui militent pour de l'argent gratuit. C'est le jeu, tout le monde est au courant, et les petits filous qui militent pour le droit à la paresse tout autant que vous. Le terme problématique, même s'il semble anodin, participe du même problème. Il est vampirisé par des intérêts politiques. C'est un terme banalisé, plus neutre que sexisme ou xénophobie ou racisme, qui permet de critiquer, l'air de rien, tout ce qui d'habitude pourrait vous faire passer pour un woke hystérique. Une sorte d'extension accusatoire de la doxa pour délimiter ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, ce qui se pense et ce qui ne se pense pas. Une nouvelle forme de la crime pensée d'Orwell. Je profite de cette petite chronique pour vous faire quelques annonces. Premièrement, vous pouvez écouter le podcast littéraire que je co-anime avec le
Hussard sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. L'un de nos derniers épisodes parlait justement d'utopie et dystopie, ce qui est vraiment dans le thème de ce que je viens de dire dans cette chronique. J'ai également créé une petite chaîne secondaire pour les entretiens format long que j'ai appelé Motamos. Vous avez 2 vidéos qui sont dessus, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à vous abonner. Et dernière petite annonce, un nouveau livre est en cours de préparation du côté de Carmin. Nous avons obtenu les droits sur un ouvrage paru l'an dernier sous la plume d'un très grand économiste américain et la traduction avance à grands pas. J'ai hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. Merci pour votre écoute et votre fidélité et à très vite.